Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce samedi 30 octobre 2021, ils n'ont pas pu faire plus de mètres dans les rues de Bobo-Dioulasso. Les manifestants qui disent non à la présence des forces d'occupation et à l'installation des bases militaires dans le Sahel sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Une marche à laquelle devrait participer l'activiste Kémy Séba qui a été arrêté hier. Images et commentaires tout à l'heure dans ce journal. La Direction générale des impôts et les collectivités territoriales parlent d'une même voix pour mieux mobiliser les recettes fiscales dans les communes au Burkina Faso. Au terme de la 10e conférence annuelle de la DGI, de nouvelles approches ont été développées dans le but d'amener tous les assujettis à se conformer à cette disposition fiscale pour amorcer ensemble le développement des collectivités. Dans ce journal, vous verrez tous les détails. On l'appelle la péripneumonie contagieuse bovine, une maladie qui attaque les bœufs et limite les opportunités d'accès aux marchés internationaux. Cette pathologie fait perdre au secteur plus de 320 milliards de francs CFA. Il faut vite limiter et freiner les différents cas. Le ministère en charge des ressources animales lance ainsi une campagne de vaccination contre cette maladie contagieuse. Vous l'entendrez tout à l'heure. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur BF1. C'était le sauve qui peut ce matin à Bobo-Dioulasso. De nombreux manifestants à l'appel de la Coupa BF et des organisations de la société civile de SIA s'étaient réunis à la place Tifo à Moro pour marcher contre la présence et l'installation des bases militaires au Sahel et au Burkina Faso, bien sûr, et pour dire non à l'ingérence française dans les affaires internes au Burkina Faso. Les manifestants ont été dispersés à coup de gaz lacrymogène par la compagnie républicaine de sécurité. Comme vous pouvez donc le voir sur ces images, c'est justement à cette marche à laquelle devrait participer l'activiste Kémy Séba. Il a été arrêté hier par la police à Sabou, mais sachez que cette marche a été interdite par les autorités municipales de Bobo-Dioulasso qui ont refusé d'accorder une autorisation. C'est donc en lieu et place de cette marche que les manifestants ont initié une conférence de presse qui n'a malheureusement pas pu se tenir aussi. On écoute Kosugro Aka, il est le porte-parole international de l'ONG Urgence panafricaniste. Invité à cette marche, il s'est prononcé au micro de Madid Bakouan. Donc nous avons eu son avocat tout à l'heure, ils sont ensemble. Et nous disons que c'est dommage que le pays de Thomas Sankara puisse expulser un fils du continent, un Africain. C'est vraiment dommage et nous rappelons à l'ordre, nous interpellons les autorités de bien vouloir revoir leur démarche panafricaine. Parce que le Burkina Faso, c'est pour nous un pays qui nous a toujours inspirés. Le Burkina Faso nous a toujours inspirés et c'est vraiment déplorable, ça nous fait mal en tant que jeunes de voir l'un des nôtres se faire expulser de cette terre des hommes intègres. Donc, Président Kaboré, les autorités burkinabées, essayez de revoir votre ligne idéologique parce que là, vous poussez véritablement le bouchon très loin. Vous poussez le bouchon loin et nous pensons que la jeunesse ne va pas se laisser faire. Voilà, la jeunesse ne va pas se laisser faire et nous allons combattre tous ceux qui auront pour amis l'impérialisme, tous ceux qui auront pour amis ceux qui nous saignent, ceux qui nous pillent et ceux qui nous détruisent. On reviendra bien sûr en plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, la Direction générale des impôts et les collectivités territoriales, désormais plus que jamais engagées à contribuer à la mobilisation des recettes fiscales. Durant 48 heures, les deux entités étaient réunies à la 10e conférence de la DGI. Les participants ont pu réfléchir sur les défis de la mobilisation optimale des ressources propres des collectivités, mais également sur la gestion foncière et les stratégies pour un accompagnement efficace à l'endroit de ces entités. Et au terme de la restitution des travaux, ce sont des résolutions et recommandations qui ont été prises par les participants et ils s'engagent à les mettre en application. Ils sont maires, présidents de conseils régionaux, agents de la Direction générale des impôts et membres de la société civile. Estimés à plus de 130 participants, durant 2 jours, ces hommes et femmes se sont penchés sur la problématique liée à la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales, mais également sur les enjeux liés à l'amélioration de la concertation dans la gestion foncière. Lors de la restitution des travaux,
Ce sont des recommandations, des suggestions et des résolutions qui ont été prises par l'ensemble des acteurs. Nous sommes parvenus quand même à des conclusions très intéressantes. Et vous avez vu les résolutions. Il y a une résolution par exemple qui a été prise pour l'instauration donc du quitus fiscal. C'est-à-dire donc que désormais, si vous voulez par exemple être conseiller municipal, vous devez être en règle vis-à-vis de vos impôts. Et justement, c'est les impôts qui vont délivrer ce quitus-là. Et ça va participer, effectivement, à la mobilisation des recettes fiscales locales. Parce que si le conseiller lui-même a payé convenablement ses impôts, eh bien, il pourra être un relais de l'administration fiscale et convaincre donc les populations afin qu'elles s'acquittent de leurs obligations fiscales. La 10e conférence annuelle de la DGI a également permis de tracer des pistes pour une meilleure gestion du foncier, car reste à ce jour source de nombreux conflits. Les collectivités s'engagent donc à mettre en application les résolutions assorties de cette rencontre. Ce qui a été dit, c'est nous qui l'avons dit ensemble. Ça veut dire que nous sommes prêts à l'application et aussi veiller à la mise en application de tout ce qui a été dit. Nous, au niveau des collectivités, nous allons faire de notre mieux pour que désormais la sensibilisation, la communication autour de l'impôt soit une réalité dans nos localités respectives. Afin que cela puisse être une réalité, ça suppose qu'il y a les moyens pour accompagner. Donc en retour, on attend aussi de la Direction générale des impôts, à travers leur service de démembrement, un accompagnement conséquent. Il a été question à cette rencontre également de former et sensibiliser les élus locaux sur les rôles et responsabilités dans la mobilisation des recettes et promotion du civisme fiscal. La mise en œuvre de toutes ces résolutions et recommandations seront assurées par le secrétariat permanent de la Direction générale des impôts. Aider à la mobilisation des ressources, c'est certainement à cet exercice que vont se livrer les 223 impétrants de l'École nationale des régies financières qui ont effectué leur sortie de promotion. Ils reçoivent leur parchemin avec pour nom de baptême Résilience. Ces nouveaux diplômés prennent l'engagement de travailler à mobiliser plus de recettes pour le bien-être de l'ensemble des populations burkinabées. Sandrine Zougouri. Promotion, résilience. Résilience, un nom de baptême qui va avec le contexte, surtout quand on sait que le pays est en proie aux attaques terroristes. Et on se veut être résilient. C'est la mission assignée à ces 223 impétrants de l'École nationale des régies financières des 3 cycles A, B et C. Après 2 ans de formation, ils reçoivent tour à tour leur parchemin. Le diplôme en main, ils promettent de mobiliser les ressources nécessaires pour améliorer le bien-être de la population. Aussi, promettent-ils d'être très professionnels sur le terrain. C'est de nous donner au mieux pour servir la nation. Essayer de donner satisfaction à toutes ces personnes qui vont se présenter à nous dans le cadre du service. Voilà, donc vraiment c'est de donner avec dévouement. Oui, la résilience, je pense que psychologiquement, parce que la résilience c'est d'abord un truc, je dirais que c'est quelque chose de beaucoup plus psychologique d'abord. Donc on est préparé à affronter les adversités qui nous attendent. Avec un taux de réussite de 99,11%, la 32e promotion de l'ENAREF peut compter sur le soutien de son ministère de tutelle, dont le premier responsable les exhorte à être disciplinés, serviables, tout en faisant preuve de rigueur. Une fois sur le terrain, gardez-vous d'être des obstacles à l'application des dites réformes. Soyez plutôt de ceux-là qui travailleront à en faciliter la mise en œuvre avec succès. Je vous invite à résister à la tentation de vous servir plutôt que de servir la nation. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Faisant bien cette assertion de pratique aimée à Gossou, je vous invite à aller au-delà du diplôme et de la connaissance théorique pour vous distinguer sur le plan professionnel. En plus d'être résilients, ils veulent contribuer au développement de l'économie.
Rôle du financier dans la mobilisation et la gestion des ressources dans le contexte d'insécurité et de Covid-19, c'est le thème choisi. Le corps professoral a été salué pour les performances des élèves. Comme perspective pour l'année 2021-2022, la filière cadastre sera effective. L'école envisage, entre autres, la digitalisation des process pédagogiques et administratifs et le développement des formations à distance. Et je vous le disais tantôt, c'est une maladie très contagieuse. Elle touche beaucoup plus les bœufs. On l'appelle la péripneumonie. Cette pathologie peut faire perdre 50% aux cheptels burkinabés. Pourtant, plus de 86% de la population pratique l'élevage et l'agriculture, bien sûr, au Burkina Faso. Et le ministère en charge des ressources animales et halieutiques, bien conscient de l'effet néfaste de cette pathologie, a procédé au lancement officiel de la campagne 2021-2022 contre la péripneumonie contagieuse bovine. C'était à Gombousgou, dans le Zunwego, et c'était en présence d'Abdou Aziz Saré. La péripneumonie contagieuse bovine, une des maladies qui entrave le développement de l'élevage des bovins au Burkina Faso. En plus de la mort d'animaux qu'elle occasionne, les bêtes malades ne peuvent pas être vendues sur le marché international. Selon le ministère des Ressources animales, les pertes directes provoquées par cette pathologie sont estimées à plus de 320 milliards de francs CFA. C'est au regard de son impact socio-économique et sanitaire que Modeste Yerbanga lance cette campagne de vaccination afin d'immuniser les bovins contre ce mal. C'est une maladie infectieuse, très contagieuse, qui peut entraîner une perte de près de 50% du cheptel. Et comme vous le savez, notre population vit à près de 86% d'élevage et d'agriculture. Et c'est des maladies, lorsqu'elles surviennent dans un cheptel d'un ménage, constituent un impact important pour ce ménage-là. Et le Burkina Faso, étant un pays à vocation d'éleveurs et d'agriculture, il était important pour nous de travailler, accompagner les éleveurs pour lutter contre cette maladie. Plus de 4 millions de bovins sont concernés par cette campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine. L'ambition du gouvernement est de contrôler cette maladie à l'horizon 2029. Raison pour laquelle nous avons élaboré un plan stratégique de sorte que d'ici 2029, nous puissions réduire la séroprévalence, par exemple, de cette maladie à moins de 10%. Voilà, pour pouvoir permettre aux éleveurs d'exporter leur cheptel, de vivre dignement, en tout cas de leurs fruits d'élevage. Et vous le savez également que ces maladies animales sont transmises à l'homme. Et vous le savez si bien que si nous ne vaccinons pas ces maladies, ces animaux se retrouvent dans nos assiettes avec certainement des maladies qui peuvent être transmises à l'homme. Donc dans le cadre de la politique de One Health, une seule santé, nous devrons protéger les animaux pour pouvoir assurer la santé des hommes. Pour chaque animal vacciné, le propriétaire devra débourser la somme de 100 francs CFA. Nous sommes très heureux que le ministre en charge des ressources animales soit venu donner le top de départ de la campagne nationale de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine. Cela dénote de l'intérêt que porte le gouvernement au secteur de l'élevage. Cette campagne de vaccination de bovins qui va couvrir tout le territoire national est la troisième et la dernière au titre de l'année 2021, indique le ministre en charge des ressources animales. Les germes et les maladies ne se trouvent pas que chez les animaux. Chez les humains, cette partie du corps est permanemment en contact avec plusieurs objets, souvent avec plein de souillures. La main. C'est pourquoi il est demandé de la laver régulièrement pour qu'elle soit toujours saine et éviter ainsi de porter les germes dans les yeux ou dans la bouche. Et c'est pour insister sur cette pratique que la Journée mondiale du lavage de mains est célébrée chaque 15 octobre. La célébration de la 14e édition est intervenue à Kaya et les déplacés internes étaient en première ligne dans cette sensibilisation. Luc Pagmelgem. Se laver les mains, une pratique simple mais pleine de sens. Si le lavage des mains devient une habitude, il permet d'éviter plusieurs maladies. Solidev, Solidarité Développement Inclusif, s'attelle à favoriser et soutenir une culture générale de lavage des mains avec du savon dans toutes les sociétés. Cette sensibilisation est réitérée ce 15 octobre à la faveur de la Journée mondiale du lavage des mains à Kaya sur le site de 38 villas où sont logées des personnes déplacées internes.
Aujourd'hui, nous commémorons la journée mondiale du lavage des mains, à l'instar de bien d'autres pays du monde, pour que véritablement nous puissions prendre en compte le lavage des mains qui est un peu négligé dans beaucoup d'interventions et qui vraisemblablement contribue à éradiquer beaucoup de maladies. Et nous pensons que les enfants sont une cible privilégiée par lesquelles les sensibilisations doivent commencer et continuer d'impacter les familles et la mémoire collective des hommes. Se laver les mains permet de réduire de 25 à 50% le risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale. Selon le manuel de l'initiative de lavage des mains Health in Your, l'habitude de se laver les mains avec du savon avant de manger et après être allé aux toilettes permettrait de sauver plus de vies que n'importe quel vaccin ou intervention médicale, réduisant les décès dus à la diarrhée de presque la moitié et les décès dus aux infections respiratoires aiguës d'un quart. Un geste simple qui permet non seulement de limiter les voies de contamination, mais également améliore également le bien-être. Donc le lavage des mains contribue à éviter les maladies diarrhéiques à plus de 45% par rapport à à toutes les interventions. Donc ici nous sommes, c'est UNICEF en collaboration avec le partenaire Solidaire. Mais dans toute la région du Centre-Nord, dans les différentes communes, nous sommes en train de travailler pour vraiment l'adoption de cette pratique clé dans les autres communes, en vue non seulement d'améliorer l'état sanitaire des enfants, mais également de toutes les communautés, aussi bien hautes que PDI. La Journée mondiale du lavage des mains 2021 a consisté à faire des démonstrations de lavage des mains au savon en ciblant plus les enfants, à sensibiliser sur les avantages de laver les mains avec du savon et à distribuer des kits de dispositifs de lavage des mains. L'accès au logement, l'autre problème auquel sont confrontés plusieurs Burkinabés aujourd'hui, et la société immobilière CGE veut faciliter en tant soit peu l'obtention ou l'acquisition de ces maisons. La société a lancé la construction de 500 logements de différents standings à Koubri. Elle rassure que ces maisons seront de très bonne qualité. Justin Amanto. À quelques encablures de Ouagadougou, CGE Immobilier procède à la pose de la première pierre des 500 logements socio-économiques ici, dans sa cité Baobab de Koubri. L'objectif est de bâtir des logements de qualité pour tous, afin de répondre aux problèmes de logement au Burkina Faso. Nous allons construire ici tous les standings de logement, allant du social au moyen standing économique, etc., y compris des logements en HLM. La qualité fait partie de notre credo. D'ailleurs, c'est l'endroit de souligner que nous sommes certifiés ISO 9000. C'est le premier promoteur immobilier au Burkina à être certifié ISO. Notre objectif, évidemment, c'est de faire bénéficier cette qualité-là au chantier. Ce projet de 500 logements s'inscrit dans le cadre du partenariat de construction de 3000 logements de divers standings entre CGE Immobilier et le ministère en charge de l'urbanisme. Une convention signée à travers le programme national de construction de logements en 2020. Ce projet-là doit permettre et doit faciliter l'accès aux logements décents. Les entreprises qui seront en charge de la production de ces logements-là doivent véritablement observer tout ce qui est comme règle, tout ce qui est comme norme en matière de qualité. Cela contribuera à résoudre le problème du logement. Vous voyez qu'au Burkina Faso, c'est un problème vraiment qui tient à cœur l'ensemble des populations. Notons que CGE Immobilier a déjà construit 150 logements dans cette cité Baobab. Ce 27 octobre, la société remet officiellement à ce nouveau locataire les clés d'une villa de type F3 d'une valeur de 21 millions de francs CFA. Pour le bénéficiaire, c'est un rêve devenu réalité. C'est vraiment bien fait. Le lieu, c'est un lieu vraiment de villégiature. Donc, j'ai toujours rêvé d'habiter à Koubri, c'était mon rêve. Et lorsque j'ai appris par les médias que CGE construisait, je n'ai pas hésité un seul moment. Et je crois que le résultat est là. La cité Baobab est une extension de la ville nouvelle de Yanenga, une ville développée par CGE Immobilier sur une superficie de 700 hectares. Ouagadougou va accueillir du 3 au 6 novembre 2021 le 17e colloque international de l'Association ouest-africaine de l'archéologie.
Un événement qui réunit plusieurs experts du domaine. 72 heures durant, les acteurs vont raffermir leurs liens, entamer des excursions touristiques, mais également promouvoir l'étude de l'archéologie et sauvegarder bien sûr ce qui peut l'être. Abdou Aziz Sali pour tous les détails. Après 1992 et 2006, le Burkina Faso accueille pour la 3e fois le colloque international de l'Association ouest africaine d'archéologie AOA. Prévu du 3 au 6 novembre prochain, cette rencontre tournante qui est à sa 17e édition vise à consolider les liens entre les archéologues africains, mais aussi à promouvoir l'étude de l'archéologie ouest africaine. Les activités commenceront donc le 3 novembre prochain pour se poursuivre jusqu'au 6 novembre. Qu'est-ce qu'il y a au menu concrètement? Au menu, on a des communications scientifiques. Ensuite, on aura une exposition d'objets archéologiques et le congrès de l'association se tiendra à la fin des communications. La dernière activité de ce colloque, c'est une excursion touristique sur le site des gravures sur granit de Laongo. Au total, 120 experts issus de 24 universités de l'espace ouest africain sont attendus à ce colloque. Cette année, au regard de la crise sécuritaire qui secoue plusieurs pays de la sous-région, les participants sont appelés à trouver des stratégies afin de protéger le patrimoine culturel physique africain. Parce qu'avec tous les déplacés qu'il y a, toutes les explosions qu'il y a, nous ne savons pas exactement quel est l'impact de ces situations sur la préservation des vestiges. De façon plus générale, il peut même arriver que certains vestiges soient détruits par l'action de ce terrorisme-là ou de cette phase d'insécurité. Donc, en y réfléchissant, ça nous donne les moyens de trouver éventuellement des dispositions, des stratégies pour préserver le plus possible, pour sauvegarder ce qui peut l'être. La clôture de cette rencontre sera marquée par la désignation du nouveau président de l'Association ouest africaine d'archéologie et du pays devant abriter la prochaine édition du colloque. Et s'il faut préserver ou sauvegarder les vestiges africains, il ne faut pas aussi oublier le climat, l'environnement et tout ce qui va avec. Des organisations non gouvernementales, pour rester dans cette dynamique, ont initié un atelier de restitution dénommé Programme de coopération Sud-Sud pour l'agroécologie. Il était question de mener des réflexions et recherches sur comment produire sans détruire l'environnement. À la clôture de ce programme, les participants ont été primés. Compte rendu, Abdou Aziz Saleh. À l'ONG ICAF, c'est devenu une tradition de primer chaque année les meilleures expériences innovantes en matière de mode de production résiliente du changement climatique à travers l'Afrique francophone. Et pour cette année, les trophées initiatives Climat Afrique francophone sont décernés à 4 entreprises et organisations venues des 4 pays de la CEDEAO. Il s'agit du Sénégal, du Niger, du Bénin et du Togo. Cette année, il y a eu au moins 300 expériences à travers l'Afrique francophone qui ont été sélectionnées, présélectionnées d'abord, puis sélectionnées jusqu'à ce qu'on retienne 4 qui vont partir des expériences les plus pertinentes, qui vraiment portent sur la manière de produire sans détruire, de produire avec les énergies, par exemple, renouvelables comme le solaire, de produire avec des intrants biologiques, de produire aussi avec des pesticides et des insecticides naturels. Donc, en fait, ce sont ces initiatives-là qu'on a primées pour encourager toutes les bonnes initiatives en Afrique qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Pour les lauréats, ce prix signifie un appel à plus d'ardeur au travail, notamment permettre aux populations de leurs pays respectifs de s'approprier leurs initiatives. Donc, le fait de recevoir ce prix en ce jour, c'est encourageant, c'est un début, mais pas une finalité. Et ça nous incite, exhorte à vraiment travailler d'arrache-pied pour relever d'autres défis liés au changement climatique. Présent à cette cérémonie de distinction, le ministère en charge de l'environnement et du changement climatique ne cache pas sa joie au regard des belles initiatives développées. Et évoquer des questions de changement climatique, nous ne pouvons pas être en reste
C'est pourquoi nous sommes venus pour d'abord écouter, pour d'abord encourager les belles initiatives qui ont été développées pour permettre à nos pays respectifs de pouvoir davantage lutter contre les changements climatiques, de pouvoir davantage nous adapter aux effets néfastes de ces changements climatiques-là. Le programme de coopération Sud-Sud a été lancé à l'occasion de la COP22 en 2016. Il est mis en œuvre par l'initiative Climat Maroc et l'initiative Climat France. Ses objectifs, contribuer à la prise de conscience des effets néfastes des changements climatiques et renforcer les capacités des porteurs de projets qui agissent pour atténuer ces effets et pour s'adapter à ces modifications. Allez, un peu de gastronomie dans ce journal. L'Afrique de l'Ouest regorge un important menu en ce qui concerne donc l'alimentation, aussi bien divers que varié. Et c'est pour justement valoriser ces mets que le festival gastronomique ouest-africain a été initié. La 4e édition a été lancée devant la caméra d'Archimède Boy. C'est parti pour la 4e édition du FEGOA, le festival gastronomique ouest-africain. Ce rendez-vous de l'art culinaire se veut un espace de promotion du tourisme ouest-africain par la gastronomie. Nous attendons un ancrage du festival gastronomique ouest-africain dans les mentalités et que l'Afrique de l'Ouest se réunisse chaque année pour célébrer sa gastronomie. Car selon l'Organisation internationale du tourisme, il ressort que la gastronomie est la 3e raison de voyage à travers le monde après la culture et la nature. Chaque soir, les festivaliers auront droit à des prestations artistiques en live sur ce podium dressé pour la circonstance. À des plateaux artistiques, à des animations nightclub entre 23h et 5h du matin pour les tenir en haleine. Et puis le dimanche, sur le coup de 7h, nous aurons le FEGOA Fitness qui vise donc à permettre aux festivaliers qui ont engrangé assez de graisse, donc de se mouvoir le dimanche, pratiquer du sport pour justement se sentir en forme. À cette 4e édition, le Togo est le pays invité d'honneur pour faire découvrir aux festivaliers ses potentialités culinaires. Et pour terminer ce journal, le Tour du Faso bat son plein. Ce samedi a démarré la 2e étape longue de 183,2 km reliant Bobo-Dioulasso d'Edougou. Une étape qui s'est courue donc ce matin et c'est le Burkinabé Souleymane Koné qui a remporté cette 2e étape. Nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, bien sûr, dans l'ouest du pays, Luc Palguegem, pour plus de précision. Luc, bonjour. Bonjour, Benjamin Kwame. Alors, dites-nous comment s'est déroulée justement cette 2e étape. Vous l'annonciez hier avec le soleil, la distance. Comment se sont comportés les athlètes? Oui, c'est une étape qui a été infernale pour les athlètes puisque la plus longue, 183,200 km entre Bobo-Dioulasso et Dédougou. Il faut dire que c'est la première victoire burkinabé qui est enregistrée à Dédougou ici avec Souleymane Koné qui s'est imposé sur la ligne d'arrivée. Et le maillot jaune qui change en même temps d'épaule puisque le Belge ne vêt plus le maillot jaune, il file directement sur les épaules du Marocain Kouraji Mochine. D'accord. Alors, également, hier, vous évoquiez avec Paul Domont qui a eu certainement des crevaisons, des petits soucis techniques. Comment aujourd'hui s'est-il comporté face aux autres coureurs? Oui, aujourd'hui, il a eu moins de pépins techniques, mais sauf qu'il était surveillé comme de l'huile sur le feu. Et donc, aujourd'hui, il a roulé, il est resté concentré dans le peloton et il a laissé les attaques à ses coéquipiers parce que il y a Souleymane Koné, il y a Haruna Ilboudo, c'est eux qui ont mené un peu la course dans un premier instant. Mais il faut dire que tous les points chauds, les sprints intermédiaires ont été enlevés par soit l'Algérie, soit le Maroc. Et aujourd'hui, voilà, ce sont ces bonifications qui permettent au Maroc de prendre le maillot jaune devant l'Algérie. Kouraji Mouchine qui s'est imposé à un des points chauds à une bonification. Donc il passe devant Hamza Yassine. Donc le maillot jaune d'hier, lui, il devient maillot vert parce que Wouters Rutger quitte le jaune pour le vert. Et le rose seul demeure parce que Hamza Yassine a eu des bonifications. Donc c'est lui
qui est le maillot rose des points chauds. Voici un peu ce qui s'est passé à Dédougou. Mais il faut dire que dans l'ensemble, le premier Burkinabé qui était proche à 15 secondes, Haruna Ilgoudo, il est arrivé aujourd'hui 3 minutes après le peloton. Et le deuxième Burkinabé, c'était Souleymane Koné, il était à 55 secondes du maillot jaune. Alors, comme il est arrivé premier, il a une bonification qui vaut 20 secondes et il a mis un petit temps aussi entre le peloton et lui, le groupe où il y avait le maillot jaune. Ça fait qu'il se rapproche davantage du maillot jaune, même si le Burkina ne le porte pas aujourd'hui. On sait que les espoirs ont commencé à renaître à partir de l'étape de Dédougou. Souvenez-vous, c'était sur cette étape-là que l'Angolais Antonio Dario avait pris le maillot définitivement parce que les Burkinabés avaient laissé échapper les autres équipes et n'avaient pas pu les rattraper jusqu'à la fin. Et les consignes étaient claires aujourd'hui. C'est eux qui devaient mener la course et laisser les autres chasser et ne pas se laisser distancer, consignes respectées. Voilà, donc tu as bien dit. Et demain, ça sera donc quelle étape? Demain, nous sommes sur la 3e étape, Dédougou-Koudougou. Sur cette étape aussi, le Burkina compte faire belle montre et pourquoi pas récupérer le maillot dès la 3e étape. Mais c'est une étape un peu plus courte que celle d'aujourd'hui, donc ça va aller plus vite. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 43 km/h. Donc demain, ça va encore aller plus vite parce qu'on a un peu plus de 135 km à courir entre Dédougou et Koudougou. 3e étape aussi palpitante parce que déjà on sent un peu à qui voilà, les tenants sont déjà on a l'ossature. Mais aujourd'hui, je vous raconte une petite anecdote. Vous savez bien qu'aujourd'hui, actuellement, entre l'Algérie et le Maroc, ça chauffe un peu. Même si le tour aussi, c'est le cas parce que on fait monter d'abord un Algérien, on annonce que c'est à lui le jaune. Entre-temps, le Maroc vient se plaindre, on se rend compte effectivement qu'il y a eu des petites erreurs de calcul et on fait descendre l'Algérie, on donne maintenant le maillot jaune au Maroc. Mais bon, c'est le sport, c'est fair play. Sur le terrain sportif, c'est encore fair play que sur le terrain réel. D'accord. Merci beaucoup à vous, Luc Pagbelgem, pour toutes ces précisions. Certainement, on aura encore plus de détails dans nos éditions du soir, certainement avec plus de palpitations, comme vous l'avez annoncé. C'est donc ici qu'on marque un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci également d'être restés avec nous durant cette semaine. Toute l'équipe de la réalisation pilotée par Dieudonné à mon tour se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Portez-vous bien. Les programmes se poursuivent sur BF1. Restez avec nous.